Lors du gala d'anniversaire de mon père, mon frère m'a giflé et a crié « Tu n'as pas ta place ici ». Tout le monde m'a regardé comme si je n'étais rien. Puis le préfet s'est levé, a regardé autour de la pièce, et a dit « Vous ne savez vraiment pas qui elle est ». Le silence a envahi toute la salle de bal. Mon frère est devenu pâle quand le préfet a dit « C'est elle qui ». Je m'appelle Éléonore Dubois. J'avais 32 ans le soir où mon frère m'a giflé devant 200 personnes et a commis la plus grande erreur de sa vie. Le son a retenti dans la salle de bal avant même que le quatuor à cordes ne finisse sa chanson. Une seconde, je me tenais près de la table d'honneur dans une simple robe noire, tenant l'invitation que j'avais failli jeter. La seconde d'après, ma joue brûlait. Les invités de l'anniversaire de mon père étaient figés, verre de champagne à la main, et mon frère me montrait du doigt comme si j'étais une tache sur le sol de marbre. « Tu n'as pas ta place ici », a-t-il crié assez fort pour que chaque donateur, juge, banquier et politicien de la pièce l'entende. Personne n'a bougé. Personne ne m'a défendu. Mon père était assis sous une bannière dorée célébrant ses 70 ans, me regardant comme si mon humiliation était une interruption malheureuse de sa nuit parfaite. Ma mère a baissé les yeux. Mon frère a souri comme s'il m'avait enfin effacé du portrait de famille pour de bon. Pendant des années, il m'avait traité comme la fille qui avait échoué, la mère célibataire qui les embarrassait, la femme qui était partie sans rien. Et pendant des années, je les ai laissés croire que c'était toute l'histoire. Je n'ai pas levé la main en retour. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement goûté le sang à l'intérieur de ma lèvre et j'ai regardé vers la table du préfet. C'est à ce moment-là que le préfet s'est levé. Sa chaise a raclé le sol, aussi vif qu'un avertissement. Elle a regardé autour de la pièce et a dit « Vous ne savez vraiment pas qui elle est ». Le silence a tout englouti. Mon frère est devenu pâle quand elle a ajouté « C'est elle qui, avant que je ne vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. » Le préfet n'a pas fini sa phrase tout de suite. Et cette pause était pire qu'un cri. Mon frère Mathieu, avait toujours compris l'argent, l'image et le contrôle. Mais il n'avait jamais compris le silence. Le silence le faisait paniquer. Il a regardé le préfet comme si elle avait enfreint une règle en se levant pour moi. Puis il m'a regardé, s'attendant toujours à ce que la honte me fasse baisser les yeux. Ce ne fut pas le cas. J'avais déjà vécu la vraie peur. J'avais été assise dans un couloir d'hôpital avec ma fille Sophie endormie sur mes genoux pendant qu'une infirmière me demandait si j'avais quelqu'un à appeler. J'avais signé des papiers de location pour un studio avec mes 76 € restants sur mon compte bancaire. J'avais appris à sourire lors des entretiens d'embauche après que ma propre famille ait dit à la moitié de la ville que j'étais instable, irresponsable et impossible à faire confiance. Une gifle à un gala d'anniversaire pouvait me faire mal au visage, mais elle ne pouvait pas atteindre la partie de moi qu'ils avaient déjà essayé et échoué à détruire. Le préfet a finalement reparlé, mesurée et froide. C'est Éléonore Dubois, la femme dont le travail a empêché 3 projets de logements sociaux de s'effondrer sous la fraude, la négligence et la pression politique. C'est aussi la femme dont la fiducie juridique anonyme a sauvé cette fondation d'être fermée l'année dernière. Une vague de murmures a traversé la salle de bal. La main de mon père s'est resserrée autour de sa serviette. Ma mère a levé la tête pour la première fois. Mathieu a ri une fois, mais son rire était faible. C'est absurde, a-t-il dit. Elle peint des fresques dans les centres communautaires et implore l'attention des gens importants. Ne la transformez pas en héroïne parce que vous avez pitié d'elle. L'expression du préfet n'a pas changé. Je n'ai pas pitié d'elle. Je lui fais confiance. Cette phrase a atterri plus durement que la gifle. Mathieu avait passé des années à construire son rôle de fils modèle, l'héritier raffiné. L'homme qui portait notre nom de famille avec des boutons de manchette impeccables et une humilité répétée. Il parlait de devoirs lors de déjeuners de charité. Il posait aux côtés de coupes de ruban pour des bâtiments qu'il ne visitait plus jamais. Il se qualifiait de protecteur de l'héritage, mais il n'avait aucune idée que je protégeais l'héritage familial de lui. Je me suis tourné vers mon père. « M'as-tu invité ce soir ?» ai-je demandé doucement. Ou quelqu'un d'autre a-t-il ajouté mon nom à la liste des invités après avoir réalisé que je devais être dans la pièce? Il n'a pas répondu, et cela m'en a dit assez. L'invitation était arrivée sur un épais papier crème avec mon nom complet. Pas Éléonore, pas chère fille,
pas aucun des noms que ma famille utilisait quand ils voulaient me rabaisser. Il y avait écrit Éléonore Dubois, invitée spéciale. J'ai su alors qu'elle ne venait pas de la main de mon père. Mathieu s'est approché, baissant la voix comme si les dégâts pouvaient encore être contenus. Par avant de t'embarrasser davantage. J'ai regardé la marque rouge qui fleurissait sur ma joue, reflétée dans le service en argent derrière lui. Non, ai-je dit, je suis déjà parti une fois. C'était la faveur que j'ai faite à cette famille. Ce soir, je reste. Le préfet s'est tourné vers les invités. Puisque ce gala a été annoncé comme une célébration de l'intégrité, de la philanthropie et du service public, je pense que tout le monde mérite de savoir pourquoi mademoiselle Dubois a été invitée à y assister. Mon père a reculé sa chaise. Madame la préfet, c'est une affaire de famille. Non, a-t-elle répondu. Votre fils l'a rendu public quand il l'a frappé devant toute la salle. La salle de bal est devenue complètement silencieuse. Pour la première fois de ma vie, le silence ne travaillait pas contre moi. Il m'attendait. La mâchoire de Mathieu s'est crispée, mais ses yeux n'étaient plus en colère. Il calculait. Il savait qu'il y avait des choses que je pourrais dire qui ne sonneraient pas comme un drame familial une fois qu'elles seraient prononcées à voix haute. Elles sonneraient comme des preuves. Et les preuves avaient toujours été la seule langue qu'il ne pouvait pas intimider à l'obéissance. J'ai fouillé dans ma pochette et j'ai senti le bord d'une petite clé USB argentée. Je n'étais pas venu pour gâcher l'anniversaire de mon père. J'étais venu parce que le préfet m'avait demandé de donner à la famille Dubois une dernière chance de dire la vérité en privé avant que l'enquête ne devienne publique. Mais Mathieu avait levé la main. Il avait transformé un règlement de compte privé en un règlement de compte public. Et quand les gens choisissent un public pour votre humiliation, parfois ils choisissent accidentellement un public pour leur propre exposition. Je devrais expliquer pourquoi Mathieu me détestait assez pour me gifler dans une pièce pleine de caméras. Ce n'était pas parce que j'étais pauvre, même s'il aimait le dire. Ce n'était pas parce que j'avais eu un enfant avant le mariage, même s'il utilisait cela chaque fois qu'il voulait que nos parents soient déçus de moi. C'était parce que je savais ce qu'il avait fait et qu'il avait passé 7 ans à s'assurer que personne ne me croie. Quand j'avais 25 ans, je travaillais à temps partiel au bureau de sensibilisation de la Fondation Famille Dubois. Je n'étais pas importante là-bas. Je répondais aux courriels, organisais les photos des subventions et me rendais dans des quartiers que mon frère ne mentionnait que dans ses discours. J'ai vu des familles emménager dans des logements temporaires avec de la moisissure derrière une peinture fraîche. J'ai vu des entrepreneurs payer 2 fois pour des réparations qui n'étaient jamais terminées. J'ai vu des factures avec des numéros identiques et des noms d'entreprises différents. Au début, j'ai pensé que c'était de la comptabilité bâclée. Puis, j'ai trouvé les initiales de mon frère sur les formulaires d'approbation attachés à des projets qu'il affirmait publiquement avoir personnellement sauvés. J'ai apporté les dossiers à mon père. Je me souviens encore de lui, assis derrière son bureau, affichant le visage qu'il avait quand les employés le décevaient. Il n'a pas lu au-delà de la première page. Il m'a demandé si je comprenais à quel point les accusations pouvaient être dangereuses lorsqu'elles étaient faites par quelqu'un d'émotionnel. Mathieu est arrivé 10 minutes plus tard, déjà préparé. Il m'a traité de jalouse. Il a dit que la grossesse m'avait rendu paranoïaque. Il a dit que j'étais en colère parce que je ne serais jamais digne de confiance pour de vraies responsabilités. Au dîner, l'histoire avait changé. Je n'étais plus la fille qui avait trouvé des dossiers suspects. J'étais l'instable qui avait essayé de saboter mon frère par amertume. À la fin de la semaine, j'ai été retiré de la fondation. À la fin du mois, mon père m'a dit de ne pas rentrer à la maison tant que je ne m'étais pas excusé. Je suis parti avec 2 valises, un dossier de documents copiés, et Sophie bougeant sous mes côtes comme un petit battement de cœur, me rappelant que je ne pouvais pas m'effondrer. C'était la partie que Mathieu n'a jamais comprise. Il pensait que l'exil me ferait taire. Au lieu de cela, cela m'a donné du temps. J'ai étudié la conformité des organisations à but non lucratif la nuit. J'ai travaillé dans un bureau d'aide juridique pendant la journée. J'ai peint des fresques le week-end parce que l'art était le seul endroit où ma colère pouvait respirer sans m'empoisonner. J'ai appris comment les subventions étaient censées être utilisées, comment les vendeurs fantômes se cachaient derrière des noms familiers, comment les membres du conseil signaient des choses qu'ils ne lisaient pas. Et comment les familles puissantes survivaient au scandale en blâmant la personne la moins protégée de la pièce. Pendant des années, je n'ai pas attaqué. J'ai construit une petite pratique aidant les organisations communautaires à récupérer des fonds volés.
J'ai bâti une réputation sous le nom de jeune fille de ma mère afin que le nom Dubois ne puisse pas m'ouvrir ou me fermer des portes. J'ai construit un dossier si complet que lorsque le bureau du préfet m'a finalement appelé, ils n'ont pas demandé si j'avais des soupçons. Ils ont demandé si j'étais prête à témoigner. De retour dans la salle de bal, Mathieu ne savait pas à quel point son passé était dans mon sac à main. Il savait seulement que le préfet en avait trop dit et que les invités le regardaient différemment. Il n'en fallait pas plus pour que son masque parfait transpire sur les bords. C'est une performance, a-t-il annoncé, étendant ses mains vers la pièce. Ma sœur a toujours voulu de l'attention. Elle apparaît après des années de silence, et soudain elle est liée à la préfète. Pratique. Il a souri à mon père, demandant de l'aide sans le dire. Papa, ne les laisse pas transformer ton anniversaire en cirque. Mon père m'a alors regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de l'amour, pas encore. De la peur. Il commençait à comprendre que la fille qu'il avait ignorée était revenue avec plus que des sentiments blessés. Éléonore, a-t-il dit lentement, que se passe-t-il? J'ai eu envie de rire, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que cette question était arrivée 7 ans trop tard. Ce qui se passe, ai-je dit, c'est que votre fondation a été utilisée pour voler des gens qui faisaient confiance à notre nom. Ce qui se passe, c'est que Mathieu avait besoin de quelqu'un à blâmer si quelqu'un remarquait. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'a choisi parce qu'il pensait que j'étais la personne la plus facile à briser dans cette famille. Ma mère a murmuré mon nom. Mathieu a claqué. N'ose pas. Je l'ai regardé. Tu m'as giflé en public et tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. Ne sois pas surpris si je suis enfin d'accord. Je n'ai plus ma place dans le mensonge. Un photographe près de la table des desserts a baissé son appareil photo, incertain s'il devait continuer à enregistrer. Le préfet ne l'a pas arrêté. C'est là que j'ai réalisé que la pièce n'était plus une fête d'anniversaire. Elle était devenue un banc des témoins. Mathieu a essayé de se reprendre en faisant ce qu'il avait toujours fait de mieux, transformer la douleur en une question de bonne manière. Il a redressé sa veste de smoking, a essuyé son pouce sur sa lèvre inférieure et a offert à la pièce un sourire blessé. Je m'excuse, a-t-il dit, bien qu'il ne m'ait pas regardé. Les émotions sont vives. Ma sœur a l'habitude de faire des déclarations dramatiques, et j'ai mal réagi. Mais ce n'est pas l'endroit. Cela a presque fonctionné. Quelques invités ont bougé avec soulagement, impatients que quelqu'un leur dise que ce n'était qu'une vilaine scène de famille et non le début d'un scandale. Mon frère connaissait les salons des riches. Il savait que les gens préféraient l'inconfort à la vérité si l'inconfort venait avec un dessert et une vente aux enchères silencieuses. Puis le préfet a ouvert le dossier que son aide avait placé à côté de son assiette. En fait, a-t-elle dit, c'est exactement l'endroit parce que votre fondation a invité des donateurs ce soir à promettre 10 millions d'euros supplémentaires à des projets actuellement en cours d'examen. Le soulagement a disparu. Mon père a regardé Mathieu. En cours d'examen? Les yeux de Mathieu ont brillé. Procédure standard. J'ai fait un pas en avant. Ma joue me faisait toujours mal, mais la piqûre était devenue utile. Elle me maintenait présente. Il n'y avait rien de standard dans les factures du Pont Fleuri, ai-je dit. Un homme de la table des banquiers s'est raidi. Il connaissait le nom. Il n'y avait rien de standard à payer une entreprise de démolition qui avait été dissoute 6 mois plus tôt. Rien de standard à transférer des fonds de réparation d'urgence à un cabinet de conseil enregistré au nom du colocataire de Mathieu à l'université. Rien de standard à ce que ma signature apparaisse sur un formulaire d'autorisation daté 3 jours après que j'ai déjà été exclu du système de la fondation. Mon père s'est levé à moitié de sa chaise. Ma mère a couvert sa bouche. Le sourire de Mathieu a disparu. Tu as falsifié des copies, a-t-il dit. Tu as toujours été doué pour rendre les choses laides convaincantes. Cette phrase était censée couper des 2 côtés. Il se moquait de mon art et m'accusait en même temps. Il y a 7 ans, cela aurait fonctionné. Je me serais défendu trop vite. J'aurais semblé trop désespéré. J'aurais fait douter la pièce de moi parce que la douleur peut ressembler à de la culpabilité quand les gens puissants restent calmes. Mais je n'avais plus 25 ans. Je me suis tourné vers le préfet. Puis-je? Elle a hoché la tête. J'ai retiré la clé USB de ma pochette et l'ai placée sur la table centrale entre le gâteau d'anniversaire et la tour de champagne en cristal. Une si petite chose pour porter tant d'années enfouies.
Chaque document sur cette clé a déjà été soumis par l'intermédiaire du conseil. J'ai dit que ce soir était censé être simple. Le bureau du préfet donnerait un préavis à mon père, gèlerait la nouvelle campagne d'engagement et permettrait au conseil de coopérer discrètement. Je suis venu parce que malgré tout, je pensais qu'il méritait de l'entendre de la famille avant de l'entendre des journalistes. Mon père a tressailli au mot journaliste. Mathieu l'a vu et a bondi. Exactement. Elle veut un titre. Elle veut se venger parce qu'elle n'a pas supporté d'être coupée. J'ai senti la pièce inhaler autour de ce mot vengeance. Il aurait été facile de l'embrasser. Peut-être qu'une partie de moi le voulait, mais la vérité était plus lourde et plus propre que la vengeance. Non, ai-je dit, si j'avais voulu me venger, je serais allé en public il y a des années, quand Sophie et moi mangions des céréales pour le dîner dans une pièce sans chauffage parce que tous les employeurs liés à cette famille avaient été avertis de ne pas m'embaucher. Si j'avais voulu me venger, j'aurais publié vos courriels le jour où je les ai trouvés. Si j'avais voulu me venger, je n'aurais pas protégé le nom de papa en créant une fiducie distincte pour rembourser le premier groupe de locataires avant qu'ils ne poursuivent la fondation en justice. Mon père m'a regardé. Tu as fait quoi? C'était ça, la première vraie fissure dans l'histoire de la famille. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux maintenant humides, mais je ne pouvais pas m'arrêter pour ses larmes. Pas encore. Le nom Dubois a survécu parce que les personnes lésées par le Pont-Fleuri ont reçu un paiement d'une fiducie qu'elles pensaient provenir d'un donateur anonyme. Ce donateur, c'était moi. J'ai utilisé l'argent d'un règlement d'un dossier de conformité que j'ai gagné sous mon nom professionnel. Je l'ai fait parce que ces familles avaient besoin de réparation plus que je n'avais besoin de satisfaction, et parce que, bêtement, je pensais encore qu'un jour vous voudriez la vérité plus que votre fierté. Pour une fois, Mathieu n'a eu aucune réponse immédiate. Le préfet a regardé mon père. Votre fille a sauvé votre fondation de la première poursuite. Votre fils a permis au donateur de croire qu'il avait négocié la solution. La salle de bal a de nouveau bougé, mais cette fois le son n'était pas des potins. C'était un jugement qui se formait en temps réel. Le visage de mon père était devenu gris. Il s'est tourné vers Mathieu. C'est vrai? La bouche de Mathieu s'est ouverte, puis s'est refermée. C'en était assez. Des années à être traité de dramatique, instable, jalouse et ingrate se sont effondrées dans ce silence vide. Mais la nuit n'était pas terminée. Parce que les dossiers du Pont-Fleuri n'étaient que le début, et Mathieu le savait. Sa main s'est dirigée vers la clé USB. J'ai posé ma paume dessus en premier. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Tu as déjà touché quelque chose ce soir qui ne t'appartenait pas. Les yeux de mon frère ont changé après cela. Il a cessé de jouer pour la salle de bal et a commencé à chercher des issues. Pas des portes exactement. Des issues sociales, des issues légales, des issues émotionnelles. Il a jeté un coup d'œil à notre père, puis aux membres du conseil, puis aux donateurs dont les chèques devaient être encaissés avant minuit. Chaque calcul se lisait sur son visage. Je l'avais vu calculer ma valeur depuis l'enfance. Quand j'avais 10 ans, il m'a dit que mes peintures étaient mignonnes parce que personne ne s'attendait à ce que je sois utile. Quand j'avais 16 ans, il a dit à un comité de bourse que j'étais trop sensible à la pression, puis a accepté leur prix de leadership 2 semaines plus tard. Quand j'avais 25 ans, il a calculé qu'une fille enceinte sans mari et sans argent serait plus facile à blâmer qu'un fils portant une montre chère et le sourire de la famille. Mais maintenant, les calculs avaient changé. Tu penses que ça te rend noble, a-t-il sifflé. Tu te cachais derrière un autre nom. Tu as laissé tout le monde penser que tu n'étais rien. Non, ai-je dit. Tu avais besoin que tout le monde pense que je n'étais rien. J'ai juste arrêté de corriger les gens qui s'entêtaient à me mal comprendre. Cette phrase a fait ce que les preuves seules ne pouvaient pas faire. Elle a atteint des gens qui n'avaient jamais lu un audit de subvention de leur vie. Je l'ai vu sur le visage d'une femme près de l'orchestre, dans les épaules raides d'un juge qui m'avait ignoré un jour lors d'un déjeuner, dans les mains tremblantes de ma mère. Ils ont compris ce que cela signifiait d'être effacé par une histoire que quelqu'un d'autre contrôlait. Puis mon père s'est éloigné de la table d'honneur. Éléonore, a-t-il dit, et mon nom sonnait inconnu dans sa bouche, comme s'il ne l'avait pas prononcé avec respect depuis des années. Pourquoi n'es-tu pas revenu me voir? La question faisait plus mal que la gifle parce qu'elle me rendait toujours responsable de son refus d'écouter. Je l'ai regardé et je me suis forcé à ne pas adoucir la vérité. Je l'ai fait 2 fois. La première fois, tu m'as dit que la loyauté familiale signifiait le silence.
La deuxième fois, ton assistant m'a rendu mon enveloppe non ouverte. Après cela, j'ai choisi Sophie. J'ai choisi le loyer. J'ai choisi le travail. J'ai choisi la paix. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Mathieu a levé les yeux au ciel, mais personne ne l'a suivi. C'était nouveau. Il l'a senti aussi. Il s'est tourné vers notre mère, essayant la dernière porte qui pourrait s'ouvrir pour lui. Maman, s'il te plaît. Tu la connais. Elle déforme tout quand elle se sent rejetée. Ma mère l'a regardé, puis a regardé la marque rouge sur ma joue. Quelque chose en elle a semblé se briser, mais ce n'était pas le genre de brisure fragile. C'était le genre qui laisse l'air entrer dans une pièce scellée depuis trop longtemps. Tu as frappé ta sœur, a-t-elle dit devant nous. Il l'a regardée comme si elle l'avait trahi en nommant ce que tout le monde avait vu. Elle m'a provoqué. Non, a murmuré ma mère. Nous t'avons permis de croire qu'elle pouvait être traitée de cette façon. La salle de bal est redevenue silencieuse, mais ce silence était différent du premier. Le premier silence m'avait jugé. Celui-ci le jugeait. L'aide du préfet a connecté la clé USB au projecteur sur le côté de la scène. Une feuille de calcul est apparue derrière le gâteau d'anniversaire, absurdement brillante contre les décorations dorées. Des lignes de transfert, des noms de fournisseurs, des dates, des initiales. La célébration de mon père était devenue une carte de chaque secret que Mathieu avait enfoui sous des discours polis. Le préfet n'a pas raconté chaque ligne. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les preuves avaient leur propre voix. J'ai vu la confiance de Mathieu s'évaporer à mesure que des noms familiers apparaissaient. Conseil Nordligne, Solutions civiques du port, soutien au développement d'Ashford. Des entreprises qui sonnaient respectables jusqu'à ce que les registres de propriété se déploient à côté d'elles. L'une appartenait à un ami d'université, une autre à une ancienne assistante, une autre à une femme que Mathieu avait présentée publiquement comme conseillère politique, et payée en privé avec de l'argent de la fondation pour un appartement en centre-ville. Un son a traversé la pièce, plus aigu maintenant, moins comme des potins et plus comme du dégoût. Mon père a agrippé le dossier d'une chaise. Mathieu, a-t-il dit, dis-moi qu'il y a une explication. Les yeux de Mathieu ont filé vers moi, et un instant j'ai vu le garçon qu'il avait été, furieux que sa petite sœur ait trouvé sa cachette. Elle m'a piégé, a-t-il dit. Elle a toujours voulu ma place. J'ai presque souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas. Ta place, ai-je dit, c'est ce que tu pensais que c'était? Je n'ai jamais voulu ta chaise à la table de papa. Je voulais récupérer mon nom. Puis le préfet a cliqué sur la diapositive suivante. Une lettre scannée est apparue. Ma lettre, celle que j'avais écrite 7 ans plus tôt, suppliant mon père d'examiner les documents avant de me couper les vivres. En haut était une note manuscrite de la main de Mathieu. Ne laissez pas papa voir ça. Elle est instable. Gérez ça discrètement. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise. Ma mère a sangloté une fois doucement et a couvert sa bouche. Mathieu a fixé l'écran comme si le passé s'était retourné et l'avait reconnu. Après l'apparition de la lettre, quelque chose d'étrange s'est produit. Personne n'a crié. Personne ne s'est précipité pour le défendre. Les invités qui avaient autrefois souri à Mathieu comme s'il était l'homme le plus sûr de la pièce le regardaient maintenant comme s'il était devenu un fardeau. C'était la punition qu'il craignait le plus. Pas la prison, pas le scandale, pas même la perte d'argent. Il craignait de devenir inutile aux yeux des gens puissants. Mon père s'est levé lentement et la pièce lui a accordé l'attention qu'elle lui avait donnée toute la nuit. Mais maintenant, sa couronne d'anniversaire semblait lourde. J'ai bâti cette famille sur la réputation, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je pensais que la réputation signifiait le contrôle. Je pensais que si nous gardions l'extérieur poli, l'intérieur finirait par se réparer. Il m'a regardé. J'avais tort. Ces 3 mots étaient si petits comparés à ce que j'avais perdu, mais pendant des années, je les avais imaginés comme impossibles. Les entendre ne m'a pas guéri instantanément. Cela n'a pas rendu à Sophie les anniversaires que mes parents avaient manqués ni les nuits où j'avais pleuré silencieusement dans une salle de bain pour que ma fille ne se réveille pas effrayée. Mais cela a ouvert une porte en moi que j'avais clouée pour survivre. Mathieu s'est dirigé vers lui. Papa, ne fais pas ça ici. Mon père s'est retourné et pour une fois, il ne ressemblait pas à un homme géré par son fils. Tu ne choisis plus l'endroit.
Le préfet a fermé le dossier. Le conseil recevra une notification formelle le matin. La campagne d'engagement est suspendue ce soir. Les fonds liés aux projets examinés resteront gelés en attendant la coopération. Plusieurs donateurs ont immédiatement commencé à chuchoter à leurs assistants. Mathieu a entendu l'argent s'en aller avant que quiconque ne bouge. La panique a dépouillé la dernière élégance de son visage. Vous allez la croire plus que moi, a-t-il exigé. Mon père a regardé l'écran où ma lettre non lue brillait encore derrière lui. Non, je crois enfin ce que j'ai refusé de lire. C'est alors que Mathieu s'est complètement tourné vers moi. Es-tu satisfaite, a-t-il crié. Tu es venu ici pour me détruire à la fête d'anniversaire de notre père. Félicitations, Éléonore. Tu as eu ta vengeance. J'ai senti tous les regards revenir sur moi, attendant de voir si je deviendrais le méchant dont il avait besoin. J'ai marché vers la scène, pas rapidement, pas de façon dramatique, juste régulièrement. L'orchestre avait cessé de jouer. Les bougies sur le gâteau brûlaient bas. Ma joue me lançait toujours. J'ai pris le microphone du pupitre où mon père devait prononcer un discours sur les valeurs familiales. Je veux être très clair, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici parce que je voulais des applaudissements. Je suis venu parce que des gens moins fortunés que cette salle ont été lésés et que des gens plus puissants que espéraient qu'ils resteraient silencieux. Je suis venu parce que ma fille mérite de savoir que le silence n'est pas le prix de l'amour. Et je suis venu parce que j'ai passé 7 ans à être puni pour avoir dit la vérité dans la mauvaise famille. Ma voix a tremblé une fois à la fin, mais elle n'a pas cassé. Mathieu n'est pas détruit par moi. Il est confronté à ses propres choix. Personne n'a applaudi. J'en étais reconnaissante. Les applaudissements l'auraient banalisé. Au lieu de cela, les gens ont écouté. Vraiment écouté. Je me suis tourné vers mon père. Tu as demandé pourquoi je ne suis pas revenu. La réponse est que chaque fois que j'ai essayé, cette famille m'a demandé de me faire plus petite. Ce soir, ton fils m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Et peut-être avait-il raison. Je n'ai pas ma place dans une pièce où l'amour dépend de l'utilité. Je n'ai pas ma place à une table où la vérité est impolie mais la cruauté est tolérée. Je n'ai pas ma place dans une famille qui protège son image en sacrifiant ses filles. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Mon père avait l'air d'avoir vieilli d'un an à chaque phrase. Mathieu était seul à côté de la table, et pour la première fois de ma vie, personne ne s'est précipité pour arranger le monde autour de son confort. Le préfet s'est approché, sa voix plus douce maintenant. Éléonore, les locataires du Pont Fleuri ont envoyé quelque chose quand ils ont appris que vous pourriez prendre la parole ce soir. Son aide m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des enfants debout devant des appartements réparés. Un vieil homme tenant une pancarte manuscrite disant « Merci, mademoiselle V ». Une mère avec des jumeaux souriant à côté d'une nouvelle porte peinte en bleu. J'ai pressé mes doigts sur les photos et j'ai senti l'histoire de la vengeance en moi changer de forme. Ce n'était pas la vengeance comme destruction. C'était la vengeance comme preuve. Preuve que je n'avais pas disparu. Preuve que la gentillesse faite en secret pouvait survivre aux mensonges dits en public. Preuve que mon frère avait passé des années à me traiter d'inutile tandis que des gens qui l'ignoraient prononçaient mon nom avec gratitude. J'ai regardé Mathieu une dernière fois. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. J'ai dit, tu avais raison sur une chose. J'ai ma place avec les gens qui savent ce que vaut mon travail. Je suis parti avant que le gâteau d'anniversaire ne soit coupé. C'est la partie dont les gens me parlent toujours. Ils veulent savoir si je suis resté pour voir Mathieu tout perdre, si j'ai vu les donateurs se retirer, si j'ai vu mon père le retirer du conseil, si j'ai vu ma mère enfin me choisir devant tout le monde. La réponse est non. J'avais passé trop d'années à mesurer ma douleur à leur réaction. Cette nuit-là, j'ai décidé que ma guérison n'avait pas besoin de public. Le préfet a marché à mes côtés à travers le hall et l'air froid dehors a touché ma joue comme une main propre. Derrière nous, la salle de bal bourdonnait de conséquences. Des appels téléphoniques étaient passés. Des avocats étaient convoqués. Un portrait de famille se fissurait dans un cadre doré. Mais dehors, la ville était calme. Vous avez bien fait, a dit le préfet. J'ai ri doucement parce que je ne me sentais pas bien. Je me sentais vidé comme si quelqu'un avait ouvert toutes les pièces verrouillées de ma poitrine et laissé les portes s'ouvrir. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. Je sais, a-t-elle dit.
Le courage ressemble souvent à l'arrivée avec des mains tremblantes. Je me suis tenu sous l'auvent et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un message de la babysitter de Sophie. Elle s'est endormie en tenant le pinceau bleu. Cela m'a brisé plus que la gifle. J'ai pleuré alors, pas bruyamment, pas magnifiquement, juste honnêtement. J'ai pleuré pour la jeune femme que j'avais été, transportant des cartons dans un appartement bon marché tout en se disant que l'exil était la liberté. J'ai pleuré pour la fille qui voulait que son père la croie. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'avais ravalé ma propre défense parce que la survie avait des exigences plus urgentes que la fierté. Puis je me suis essuyé le visage parce que ma fille me demanderait à propos de la marque sur ma joue et je ne lui mentirais pas. Je lui dirais que quelqu'un a fait un choix cruel et que j'ai fait un choix courageux. 2 semaines plus tard, l'enquête est devenue publique. Mathieu a démissionné de la fondation avant que le conseil ne puisse le révoquer, mais la démission ne l'a pas sauvé. Les comptes ont été gelés. Des poursuites civiles ont suivi. Une enquête criminelle a été ouverte après que d'autres fournisseurs se soient manifestés. Ses amis ont disparu avec une rapidité impressionnante. Les gens qui avaient autrefois loué son leadership se sont soudainement souvenus qu'ils avaient toujours eu des préoccupations. C'est ainsi que des pièces comme celle-là se protègent. Elles ne deviennent pas morales du jour au lendemain. Elles deviennent prudentes. Mon père a publié des excuses publiques aux familles affectées. Le premier projet, m'a-t-on dit, mentionnait que des erreurs avaient été commises. J'ai refusé d'aider à l'adoucir. La version finale disait, j'ai échoué à écouter la personne qui a essayé de me prévenir. Cette phrase comptait. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour arrêter de l'insulter. Ma mère est venue à l'exposition d'art scolaire de Sophie 3 mois plus tard. Elle s'est tenue à l'arrière, tenant des fleurs, nerveuse comme une étrangère. Sophie m'a regardé pour demander la permission avant de courir vers elle. Ce regard m'a dit tout ce que je devais savoir sur ce que mes choix avaient construit. Ma fille me faisait confiance pour protéger la forme de son monde. Alors je l'ai fait. J'ai laissé ma mère entrer lentement, avec des limites assez claires pour que personne ne puisse prétendre ne pas les voir. Mon père m'a demandé de me rencontrer pour un café. J'ai attendu 6 semaines avant de dire oui. Lorsque nous nous sommes enfin assis l'un en face de l'autre, il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Il n'a pas demandé un pardon immédiat, ce qui était sage car je ne l'avais pas à donner. Au lieu de cela, il a posé des questions sur Sophie. Il a posé des questions sur mon travail. Il a demandé ce dont le Pont-Fleuri avait besoin ensuite. Pour la première fois, il a posé des questions sans déjà posséder les réponses. Quant à Mathieu, il a envoyé un message par l'intermédiaire de notre mère. Dis à Éléonore qu'elle a gagné. Je l'ai supprimé. Gagner n'a jamais été le bon mot. Gagner suggère un jeu. Et ce qui m'est arrivé n'était pas un jeu. C'était un système familial construit sur le favoritisme, le silence et la peur de l'embarras. C'était un frère qui a confondu la protection avec la permission. C'était un père qui a confondu l'autorité avec la sagesse. C'était une mère qui est restée silencieuse trop longtemps parce que le silence semblait plus sûr que le conflit. Et c'était moi qui comprenais enfin qu'être rejeté par un système brisé peut être le début de la reconstruction. 1 an après le gala, je suis revenu au Pont-Fleuri pour l'ouverture d'un centre de ressources artistiques et juridiques communautaires. Pas de robe de soirée, pas de tour de champagne, pas de bannière dorée avec le nom de mon père, juste des chaises pliantes, des enfants avec de la peinture sur les manches, des locataires qui m'ont serré dans leurs bras comme de la famille. Et une porte bleue à l'entrée parce que Sophie insistait pour que chaque endroit sur en ait une. Le préfet y a assisté, mais elle n'a pas fait de cette journée une affaire politique. Mon père est venu aussi. Il se tenait à l'arrière, silencieux, me regardant apprendre à une petite fille à tenir un pinceau sans le serrer trop fort. Plus tard, il a dit, j'ai tellement manqué. J'ai répondu, oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas sauvé de cette vérité. L'amour n'exige pas de prétendre que la blessure était plus petite qu'elle ne l'était. Ma mère a aidé Sophie à accrocher des étoiles en papier aux fenêtres. Elle a pleuré quand Sophie l'a appelée mamie sans y être incitée. La guérison, j'ai appris, n'est pas un grand discours. Ce sont 100 petits moments où les gens choisissent de ne pas répéter les vieilles blessures. Parfois ils échouent. Parfois on recule. Parfois les excuses sont sincères, mais l'accès doit encore être gagné. Mathieu n'a pas assisté. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé hors de la ville pendant que les affaires continuaient.
Peut-être qu'un jour il comprendra que la gifle n'a pas été le moment où il a perdu. Il a perdu bien avant cela. Chaque fois qu'il a choisi l'image plutôt que l'intégrité. Chaque fois qu'il a utilisé la loyauté familiale comme une arme. Chaque fois qu'il a confondu mon silence avec de la faiblesse. La gifle a seulement rendu la vérité assez forte pour que tout le monde l'entende. Les gens me demandent encore ce que le préfet voulait dire quand elle a dit, c'est elle qui voici la phrase complète qu'elle a plus tard donnée à un journaliste. C'est elle qui a protégé les personnes que cette famille prétendait servir. Je garde cet article plié dans un tiroir, non pas parce que j'ai besoin de compliments, mais parce que Sophie aime le lire quand elle oublie que faire ce qui est juste peut sembler solitaire avant de devenir puissant. La nuit de l'anniversaire de mon père, mon frère m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Il voulait dire que je n'avais pas ma place parmi les puissants, les polis, les protégés. Il avait raison. J'avais ma place ailleurs. J'avais ma place aux côtés de ma fille, aux côtés des familles qui me faisaient confiance, aux côtés de la vérité que j'avais portée même quand cela m'avait tout coûté. Et si vous avez déjà été humilié par des gens qui pensaient que votre silence signifiait la défaite, souvenez-vous de ceci. Parfois, le moment où ils essaient de vous effacer devient le moment où tout le monde voit enfin qui vous êtes.